Je veux dire à tout le monde qu'on enregistre la session. J'aurais dû le faire avant que l'introduction, puis j'ai commencé à mi-chemin. Donc, je m'excuse, Julian. Juste pour que tout le monde le sache, on fait un enregistrement pour qu'on puisse mettre ça sur notre réseau YouTube ou sur notre site web pour que d'autres personnes ont accès aussi. Je m'excuse, Serena, de t'avoir interrompu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Serena Trottier, je suis membre du CA presque 2 ans maintenant. Je suis une coureur du bois or et cette année je fais mon 7e, je pense. Michel, Michael. Bonjour, je m'appelle Michael O'Gorman. C'est ma première année sur le board du marathon. Et l'année passée, j'ai attempted mon coureur de bois Gold. Je n'ai pas j'ai tombé et cassé mon épaule. Cette année, I'm going to try again. Donc, merci pour ça, Michel. C'est peut-être le monde vont vouloir avoir des conseils de toi. Comment se faire pour pas se faire mal pendant le marathon. En général, quand je vais parler, je vais comme éviter de regarder le chat et le Q&A parce que ça me mélange un peu trop. Mais j'ai vu que quelqu'un avait demandé, c'est la première fois qu'ils vont aller coucher dehors, est-ce qu'il y aura des conseils? Il y aura des petits conseils et ce sera peut-être par la deuxième moitié de la discussion. Donc, on est là exactement pour ça. Je vais adresser les catégories couleurs des bois qui sont bronze, argent et or en une session. Je sais qu'il y a toujours des questions un peu particulières pour ceux qui sont débutants, surtout dans la catégorie or. Et aussi, c'est très facile pour le monde de nous demander des questions. Donc, moi, je m'appelle Réal, j'ai oublié de dire qui j'étais. Je suis sur le CA depuis environ 7 ou 8 ans, je pense. Et ces temps-ci, on m'appelle le président. Je le fais avec toute humilité. Je suis quelqu'un qui est à sa 34e année cette année au marathon. Et je dis ça juste pour dire que comme j'ai pas mal d'expérience, j'ai fait ça depuis très longtemps. Je connais le marathon assez bien. Et je suis quelqu'un qui aussi fait la catégorie or, qui il dort sous les belles étoiles dans un sac de couchage quand il fait, on espère, moins 20 degrés et non moins 35 degrés. Mais ça peut se passer dans presque n'importe quelle température parce qu'avec les années, les choses peuvent être vraiment différentes. Donc, je vais parler pendant environ une quarantaine de minutes. J'ai des diapos que je vais commencer à présenter dans un instant. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à employer sur le bas d'écran sur Zoom, vous voyez qu'il y a un Q&A. C'est souvent un peu plus facile pour nous à gérer ça si vous employez le Q&A, mais vous pouvez aussi employer le machin chat. Et mes collègues vont comme m'aider à gérer la discussion. Comme je dis, il y a environ une vingtaine de participants qui sont avec nous. Donc, c'est tout. Je pense que je peux commencer. J'espère que tout le monde voit bien ça. Vous me dites oui, tout le monde voit l'écran. Donc, on est en 2024 et c'est fantastique. On est à la 58e édition du marathon. Il a été débuté en 1967. Chaque année, ça se passe qu'il y a un peu de neige, pas beaucoup de neige. On a toujours réussi à skier les 2 jours, excepté, je pense, à peu près à l'an 2000. J'étais là où le samedi avait dû être cancellé à cause qu'il y avait une grosse tempête le vendredi soir qui a comme détruit la piste, le sentier pour le samedi. Mais le marathon arrive toujours. On a très l'habitude de planifier cet événement à travers tout ce que les intempéries peuvent nous mettre, même avec la pandémie qu'on a eu les 2 dernières années qui ont été assez difficiles. Mais nous sommes encore là et vivants. On est très contents de s'approcher de l'édition numéro 58. Petite photo des médailles. Si vous êtes un débutant, je vais vous dire, si vous n'avez jamais fait la catégorie de coureur des bois, on a des vraiment belles médailles. Donc, c'est une photo des petites médailles. Je vais juste dire un petit quelque chose.
encore une fois, il y a comme une vingtaine de personnes. Je ne peux pas savoir facilement l'expérience de tous les skieurs qui nous écoutent. Juste pour être clair, ceux qui s'engagent à faire le coureur des bois sont ceux qui vont skier les 5 sections chaque journée. Et chaque jour est de 80 km approximativement. Et il faut finir les 4 premières sections à 3h30 pour pouvoir continuer la 5e section. Donc, c'est la définition de base de coureur des bois. De ce quoi qu'on discute ce soir, c'est pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui va passer à l'événement cette année. Pour ceux qui s'engagent à courir, pas à courir, mais à skier le 80 km par jour. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu du paysage de 2024. Les choses changent un peu pour l'événement cette année. Surtout si vous avez l'habitude de faire l'événement dans les années passées, vous allez voir que les choses sont un peu différentes. Ça affecte plus, franchement, ceux qui sont les randonneurs que les coureurs des bois. Mais il y a des petits détails quand même qui vont changer, que c'est important de les expliquer. On essaye d'avoir beaucoup de documentation sur le site web. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a environ une année, on a changé le site web. C'est beaucoup de travail et on n'est pas toujours parfait. Des fois, il y a des petites erreurs, il y a des choses qui ne sont pas prêtes à temps. Mais on essaye le plus possible d'avoir les formations sur le site web. Et vous avez aussi une adresse de courriel qui s'appelle info@ski-marathon.ca que vous pouvez toujours demander des questions et on est toujours très excités de répondre aux skieurs, les aider à avoir un événement avec beaucoup de succès. Je vais expliquer l'offre de 2024 et le trajet. Je vais un peu parler du dénivelé, donc comment ce qui affecte la difficulté, c'est beaucoup les côtes qu'on vient de monter et descendre qu'il y a. Donc, c'est un peu comme centré là-dessus. Je vais un peu expliquer comment les points de contrôle, ça fonctionne, le fartage. On a des volontaires qui nous aident avec le fartage aussi et parler un petit peu de l'entraînement et qu'est-ce qui se passe au camp or. Donc, on se lance là-dedans. Je veux juste comme redire qu'on existe dans un monde post-COVID et l'événement doit s'adapter. La pandémie, on voit que c'est pas mal en arrière de nous, mais quand on va dans les magasins, on voit qu'il y a quand même des fois du monde qui a des masques. On voit ça que dans les restaurants, ils ont de la difficulté à trouver du staff pour servir les clients. C'est pas différent avec nous au marathon. On existe vraiment encore dans un monde qui est impacté par la pandémie qu'on a eue en 22 et 23. On a un peu plus de difficulté à faire des choses. L'année passée, c'était un peu évident que les prix ont monté un peu parce que les choses sont plus chères à faire, donc ça nous affecte aussi. On est un événement à but non lucratif. Et donc, les skieurs doivent payer pour qu'on puisse mettre l'événement en place. Mais toujours, le marathon ski canadien a toujours réussi à s'adapter et on continue et on adapte l'événement en fait des circonstances qu'il y a autour de nous pour le ski de fond. Une petite note sur notre équipe, juste pour que le monde comprenne, on est une organisation à but non lucratif et on est très dépendant des bénévoles. Nous 4 ce soir, nous sommes des bénévoles du CA et on joue un rôle très actif, surtout cette année, avec la définition de l'événement et de sa mise en place. Par contre, on a plusieurs personnes, mais 2 personnes au centre que vous allez peut-être avoir des contacts avec. Marianne au bureau, elle connaît l'événement vraiment bien, elle est avec nous depuis une couple d'années. Donc, quand vous envoyez un courriel ou vous appelez le bureau, ou vous avez un problème avec les inscriptions, c'est souvent Marianne qui résout le problème. On est vraiment content qu'elle soit avec nous. C'est une madame de la région. La même chose avec JF Picard, Jean-François, qui est, je pense, entre Buckingham et Montebello. Il connaît l'événement très, très bien. Il était plus à l'arrière-plan les années passées, mais ça fait plus que 10 ans qu'il est avec nous. Il a plus de responsabilités cette année et la fin de semaine de l'événement, vous le verrez sûrement un peu plus. Et il ne faut jamais oublier, on a au-dessus de 200 bénévoles qui s'impliquent la fin de semaine. On a à peu près 25 bénévoles qui sont chefs d'équipe.
qui s'impliquent l'automne et avant l'événement à se préparer avec leurs équipes. C'est du bon monde qui sont impliqués avec le marathon de ski canadien depuis très, très longtemps. Et c'est toujours, je ne veux jamais oublier de leur dire merci. Donc, pour 2024, peut-être que vous vous rappelez qu'en 21 et 22, on a eu un événement virtuel, comme beaucoup d'événements. On est revenu en place en 2023, l'année passée. Et encore, si vous connaissez peut-être pas beaucoup l'événement, vous êtes moins au courant qu'on a eu une année très difficile l'année passée. De redevenir de la pandémie, il n'était pas évident. Et comme beaucoup d'autres événements culturels et des événements de sport, on doit comme se battre pour notre survie. Une des choses qu'on a fait, on veut vraiment que l'événement soit en place en 2024, mais on veut aussi qu'il soit en place en 2025 et dans les années futures. Donc, on a fait beaucoup de travail pour simplifier les choses pour ceux qui mettent l'événement en place, mais aussi pour les skieurs qui viennent dans la région et skier avec nous. Donc, on essaie beaucoup de simplifier l'événement cette année sans perdre le goût et ce qui attire, ce qui fait le marathon de ski canadien spécial, qui est beaucoup centré sur le fait qu'on a 160 km de pistes disponibles pendant la fin de semaine. Donc, il y aura un événement qui sera très centré sur la région de Montebello. On n'ira pas à La Chute et à Buckingham cette année. Et les distances seront les distances que, si vous avez fait l'événement dans le passé, ce sera très similaire. Ce sera des distances de 12 à 21 km par section. Le défi canadien de ski est toujours en place. Je pense qu'on va ouvrir les inscriptions juste avant Noël. Là, c'est plus quelque chose pour motiver la participation des skieurs tout au long de l'hiver. Le monde qui peut-être qui s'inscrivent à l'événement, mais ils veulent aussi faire peut-être leurs enfants ne vont pas à l'événement, ils veulent faire du ski de fond pendant l'année et comme impliquer leur jeune famille à skier avec eux pendant qu'ils font de l'entraînement. C'est comme un système de prix qui est assez simple, qui est vraiment concentré sur donner la joie du ski de fond, qu'on soit n'importe où en Amérique du Nord ou même en Europe ou un peu partout dans le monde. Le monde peut participer à ça et gagner des prix. Le plus le monde skie, le plus les prix s'appellent or à la place d'argent ou argent à la place de bronze. Mais c'est tout à fait un objectif de participation. Donc, pour 2024, encore une fois, on a été guidé par les défis que l'événement a eu les 2 dernières années et trouvé une solution qui était comme durable pour qu'on puisse revenir en 2025. J'ai dit tout à l'heure que le 160 km reste au cœur de l'événement. Pour les coureurs des bois, franchement, pas trop de différence. C'est plus, on a eu des webinaires comme ça aussi pour les randonneurs. Et pour eux, il y a quelques changements qui sont plus importants que pour les coureurs des bois. Donc, les frais de randonneur, si vous avez de la famille qui skie avec vous, ont été modifiés pour faciliter qu'ils puissent venir avec nous dans la région. Et le moins ils skient, le moins ils payent. Donc, les prix sont beaucoup plus sympathiques pour ceux qui veulent skier une ou deux sections seulement qu'il était dans le temps. Les années passées, si un skieur s'amenait dans la région pour faire le randonneur, s'il skiait 4 ou 5 sections ou une ou deux sections, le prix était la même chose. Mais maintenant, on a des prix moindres pour comme, éviter le monde à avoir plus de facilité à venir chez nous. Chez Montebello, pour faire du ski avec nous. Maintenant, voici ce qui commence à être un peu plus excitant. C'est le sentier de 2024. Je vous montre une carte avec les 2 jours et dans une couple de diapos, j'aurai les 2 jours séparés pour être un peu plus clair. Si vous connaissez la région encore, les trails Cannock sont assez connus. On a skié dans différentes pistes de Cannock les derniers 15 ans, je dirais. On passe souvent sur leur terrain. On n'est pas complètement à l'intérieur, mais on voit qu'on emploie beaucoup les trajets de Cannock, ce qui nous aide vraiment à contrôler la façon qu'on gère les vêtements. La description de chaque section est sur notre site web.
on sait que des fois, quand on a des défis pour mettre l'événement en place, on n'a comme pas le choix à la dernière minute d'amener les skieurs sur des bords de route. Et on sait que ça, c'est quelque chose que les skieurs haïssent vraiment. Dans un événement ordinaire, quand on skie que ce soit Mont-Tremblant ou la Chute jusqu'à Buckingham, on a affaire à peu près plus que 200 propriétaires privés. Donc, je vais le répéter, c'est plus que 200 propriétaires privés. C'est beaucoup de gestion. C'est assez compliqué, mais un des attraits, c'est que le sentier est franchement très, très unique au marathon de ski canadien et le monde puis va venir le skier seulement cette fin de semaine. Avec le trajet que je vous présente maintenant, on a à peu près, je dirais, moins que 30 propriétaires à avoir affaire avec pour passer sur leur terrain. C'est eux qui nous donnent la permission de skier chez eux. Donc, on a aussi eu plus de facilité, je me croise les doigts quand je dis ça, à éviter les routes. Mais on a une plus forte dépendance sur Cannock. Mais je peux vous dire que Cannock, c'est du monde qui adore le marathon de ski canadien et ils sont très contents de nous aider. Et d'ailleurs, c'est un réseau de ski qui est ouvert à l'année longue. Un peu de ce trajet est ouvert par eux pendant l'hiver. Et c'est une des choses qui est un peu différente cette année, c'est que les années passées, on n'a jamais, en tant que skieur, on n'a jamais accès au réseau du marathon ski. On peut seulement le skier la fin de semaine du marathon. Tandis que maintenant, à cause qu'on est chez Cannock, il y a un certain nombre de ces pistes qui vont être accessibles pendant l'hiver. Donc, on a l'opportunité si on n'habite pas trop loin de la région, le marathon, ça amène du monde des États-Unis, de l'ouest du Canadien, mais on sait franchement que la plupart des skieurs sont dans la région des Outaouais jusqu'à Montréal. La plupart des skieurs sont dans cette région. Donc, Montebello, c'est pas très, très loin. Il y a l'opportunité de pouvoir s'entraîner sur ces pistes pendant l'hiver pour comme aider la situation quand on fait l'événement. On a fait, je pense, une bonne job à minimiser la répétition des sections. On a 5 sections par jour, mais avec le trajet qu'on a, on le répète. Les seuls trails qu'on répète, on les fait en sens inverse. Donc, en tant que skieur, on ne voit pas une grosse différence. La longueur des sections est pas mal bien. C'est comme de 11 km à 21 km. Donc, c'est très similaire à d'autres événements. Il n'y a pas de section de 25. Quand on a 25 km en une section, c'est un peu plus difficile à gérer, surtout si le monde le fait avec des enfants ou quelqu'un qui est moins habitué à skier. Tandis que 21, c'est pas mal raisonnable. Le samedi et le dimanche finissent les 2 jours à Montebello. Donc, c'est une des raisons qu'on a réussi à simplifier les choses. Et comme d'habitude, il y aura des randonneurs sur le trajet et ils seront un peu éparpillés partout pendant la fin de semaine. Et juste vous dire vraiment vite, donc, il y a un terrain de golf qui s'appelle Golf L'Héritage qui est à peu près à 8 km au nord de Montebello. Et c'est là c'est là qu'on commence. Et on va vers l'est, on monte vers le nord, on sort de Cannock, on va vers l'est et on descend au sud. Le trajet rouge est le trajet du samedi. Et c'est à peu près le 80 km qu'on voit là. Et on redescend au sud jusqu'à Montebello. Et le dimanche, on commence à Montebello. On partage un peu les mêmes sentiers. Et on va directement au nord, mais on ne répète pas les trails de l'est. À la place, on fait comme une boucle à l'intérieur du réseau Cannock et on revient à Montebello. Donc, pour le samedi, à cause qu'on est à Montebello, ceci affecte encore plus les skieurs qui sont entre les Outaouais et Montréal. Il y a l'opportunité
d'aller en auto le samedi et le dimanche matin sans employé de dortoir. C'est un peu plus facile à faire ça pour ceux de la région. Mais le système de dortoir qu'on a est très compréhensif et très complet et très bien géré. Que c'est plus facile de faire l'événement si vous employez un de nos dortoirs. Le samedi matin, les dortoirs auront une navette qui les amèneront à la ligne de départ au terrain de golf L'Héritage que j'ai montré il y a quelques instants. Si quelqu'un décide de venir de la maison en auto, on peut se lever à 3 heures du matin, être sur la route à 4 heures, on arrive, ça se fait très, très bien. Dans ce cas-là, quelqu'un irait au secondaire à Papineauville et il s'assure d'arriver à une telle heure, je dirais approximativement, ça serait sûrement avant 5 heures du matin, et ils embarquent sur la navette. Je vais parler un peu à la fin du guide de skieurs. Si vous n'avez pas l'habitude de voir on a un horaire d'autobus qui est assez précis. Donc, si vous vous inscrivez, vous pourrez voir sur le guide de skieurs les horaires d'autobus qui sont très précis et exacts. Et vous pouvez décider si vous voulez stationner votre véhicule, vous laissez le véhicule à Papineauville, vous skiez et à la fin de la journée, le samedi, si vous êtes une personne sans dortoir, on vous ramène à votre véhicule, vous pouvez retourner à Gatineau ou à Montréal et après ça, faire la même chose le dimanche et stationner encore à Papineauville. Et le dimanche, naturellement, c'est un peu plus facile parce qu'on ne vous amène pas au terrain de golf L'Héritage, on vous amène seulement à quelques kilomètres où il y a le départ à Montebello. Pour le dortoir or, si vous êtes quelqu'un sur l'appel, vous êtes inscrit pour la catégorie or, normalement, par exemple, si on commence à la chute, ceux qui font le or n'avaient pas un dortoir à Montebello pour les aider à partir plus de bonne heure et à cause qu'ils avaient comme le défi additionnel de skier avec un sac à dos. On avait toujours un dortoir pour eux qui était plus ou moins près de la ligne de départ. Donc, si on partait de la chute, il y avait toujours un dortoir, on appelle ça le dortoir or, dans la ville à la chute. Cette année, c'est à confirmer, mais on espère vraiment avoir un dortoir directement sur le terrain de golf, franchement, à 100 mètres du départ. Donc ça, si on réussit à avoir ça, ça va être vraiment fantastique. Et il y aura aussi, normalement, on n'a pas de parking, on n'a pas de parking au départ, mais ceux qui font le haut vont être capables de laisser leur auto au parking à Golf L'Héritage. Et on les ramène le dimanche soir, on les ramène pour aller chercher leur véhicule. Ces détails, on est encore en train de travailler sur ces détails, c'est à confirmer, mais on espère vraiment que on est pas mal sûr que ça va réussir. Comme j'ai dit tout à l'heure, le samedi, les sections sont très raisonnables, de 10 à 21 km. Si vous n'avez pas l'habitude de faire coureur des bois, il faut se rappeler qu'il y a un temps limite de 3h30 à l'après-midi. Donc, les bronzes partent à 6 heures le matin. Ceux qui font argent partent à 6h moins 10 et ceux qui font le or partent à 6h moins 20 ou à 5h40. Et il doit avoir fini les 4 premières sections à 3h30. S'ils arrivent à 3h35, on est obligé de les arrêter parce qu'éventuellement, il faut qu'on ferme les sections, il faut qu'on gère les bénévoles et aussi, question de sécurité, de ne pas avoir trop de skieurs fatigués qui doivent skier dans la nuit quand ils essayent d'arriver à la fin de 2 longues journées. Donc, il y a un temps limite de 3h30 pour les 4 premières sections. Un autre petit détail pour ceux qui font le or, on change le camp or de où il a été les derniers, je vais savoir ça par cœur, les 6 ou 8 ans. Il y a à peu près 8 ans, on était dans un autre endroit et je pense que ça va être un peu mieux, un peu plus dans la nature. Donc, on aura un autre camp or qui va être comme un peu plus aussi facile à gérer pour nous et pour les skieurs. Est-ce que les questions, ça va bien avec
Vous arrivez à gérer les questions? OK, merci beaucoup. Le dimanche, c'est les stationnements pour tout le monde, c'est la même chose. Encore une fois, si vous n'avez pas pris un dortoir, vous partez de votre maison, vous arrivez de bonne heure, vous allez à Papineauville, à la même école, et vous embarquez sur une navette pour partir au départ, qui le dimanche ne sera pas très loin. Faut, encore une fois, vérifier les horaires sur le guide de skieur. C'est les mêmes heures de départ le dimanche et la même coupure à 3h30 que je viens de discuter il y a quelques minutes. Là, je vous montre le trajet en vert du dimanche à gauche. Il y a une section ici pour arriver au CP, au point de contrôle. Là, il faut enlever ses skis. Il y a une petite marche de à peu près 700 mètres à faire. Donc, c'est pas... ça va peut-être dépendre des conditions de neige, mais on sait déjà que c'est pas du ski au bord d'une route, c'est simplement vraiment enlever les skis et marcher jusqu'au checkpoint. C'est comme dans le temps, si le monde se souvient de la rivière Rouge, il y avait un pont à traverser et des fois, on devait marcher peut-être 300 mètres pour arriver au point de contrôle. Je sais que c'est une année qu'il y a beaucoup de neige, que le monde peut remettre les skis et skier. Ce sera à voir, mais on s'attend maintenant que le monde devra enlever leurs skis et marcher pour arriver au checkpoint à Taunton. Comme j'ai dit avant, le dimanche, ceux qui font bronze et argent partent et arrivent à Montebello. Naturellement, ceux du or partent du camp or, mais ils finissent à Montebello. Et je dois admettre que quand on met des distances, quand on est au mois de décembre et on vous dit combien de kilomètres vous allez skier, il y a toujours l'opportunité que les choses changent un petit peu. Parce que souvent, pendant l'hiver, on doit faire des petits ajustements. Mais comme on est là maintenant avec le trajet qu'on a préparé, c'est 80 kilomètres et 78 pour les hors. Donc, le total sera sûrement juste un peu plus bas que le 160 km pour les 2 jours. Et quand on finit à Montebello, il y aura sûrement un peu de nourriture, un peu d'excitation, il y aura de la musique. Mais comme d'habitude, on embarque sur un autobus, ça sera seulement quelques kilomètres. Et soit qu'on va, si on a quelqu'un qui a fait or et on a une auto à Golfe-L'Héritage, il y aura une navette qui va vous amener chercher votre auto, ou vous allez à l'école à Papineauville, ou comme d'habitude, dans les années passées, il y aura des douches, il y aura de la nourriture si vous avez acheté de la nourriture pendant le stage de l'inscription, et il y aura les mêmes prix qu'on va chercher si on a quelqu'un qui a cherché son prix d'or, argent ou bronze. Ça sera à l'école secondaire à Papineauville. Des petites observations générales de ma part. Je m'attends à ce que les conditions de ski ne soient, comme d'habitude, s'il y a de la bonne neige, ça va être, je pense, un trajet assez bien. Surtout que c'est un réseau assez déjà établi qui est souvent skié pendant l'hiver. Donc, c'est pas... souvent, en marathon de ski, on doit comme ouvrir des pistes que nous, on emploie pour l'événement. Mais que, quand on n'est pas là, ce n'est pas des pistes de ski de fond. Donc, on a beaucoup de travail à faire pendant l'automne, à nettoyer la forêt, à préparer le trajet chaque année. Cette année, les pistes existent presque tous. On a juste une place où on doit aller nettoyer la forêt. Donc, ça va être un peu plus facile à faire le trajet sur la forêt, sur la neige. Celui qui prépare nos trails pour nous est très compétent. Il fait toujours une bonne job. Si on réussit à éviter le bord de route, le trajet est en très bonne condition. Je pense que le ski va être très, très bien. Je dirais qu'il y a plus, en totalité, on verra les détails dans un instant,
il y a plus de montées que d'habitude, mais c'est des plus petites montées que d'habitude. Si vous connaissez le bobsled run des années 90 et des années, il y a une dizaine d'années, avant les dernières 5 ans, on est souvent parti de Mont-Tremblant. On a réussi à éviter le bobsled run, qui était une montée, soit qu'on allait vers l'est ou l'ouest. C'était une montée, je ne veux pas dire qu'elle était horrible, mais c'était un gros défi, c'était une grosse montée à faire, une grosse descente à faire. Donc, même si on a plus de dénivelé positif à faire dans cette édition, je pense que le défi est quand même un petit peu moins qu'on avait il y a quelques années. Et comme d'habitude, il y aura des randonneurs qui seront éparpillés. Cette année, une des choses, juste pour vous dire, normalement, on ne sait pas vraiment quand on voit les randonneurs parce qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ils se lèvent le matin, ils embarquaient dans une navette et ils allaient dans n'importe quelle section et ils skiaient un peu partout. Cette année, pour simplifier les choses, on a demandé aux randonneurs de choisir exactement le nombre de sections qu'ils vont skier le samedi ou le dimanche. Donc, on va les amener à leur point de départ le samedi et dimanche. Donc, je pense qu'ils seront un peu plus éparpillés également sur le trajet que d'autres années. OK, des petits détails. Ce qui est d'intérêt pour nous, c'est ce qui est les deux dernières rangées de 2024, le samedi et le dimanche. C'est juste une comparaison. Si vous êtes quelqu'un qui vous n'avez pas beaucoup d'expérience ou vous voulez comparer ce que vous avez fait d'autres années, vous vous demandez comment ça va être le défi. Je voulais simplement comparer le trajet à d'autres années. Donc, dans les années passées, on voit que les collines à monter, leur total était d'à peu près 1000 à 1300 mètres de montée. Tandis que cette année, c'est plus proche de 2000 mètres. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup moins de grosses collines. Le samedi, on a seulement 2 collines de 100 mètres, qui est comme assez raisonnable. Et le dimanche, on a 3 collines de 150 mètres à monter. Et chaque fois, tout se passe comme dans les premières 3 sections. Une fois qu'on arrive à la 4e et à la 5e section, naturellement, on est plus fatigué. Mais les choses deviennent un peu plus faciles, les montées sont moins. Et surtout les 2 jours quand on finit le marathon puis qu'il nous reste nos derniers 15 km, et on revient à Montebello, c'est plutôt plus en descendant qu'en montant, donc il y a plus de descente. Donc, à la fin de journée, quand on est plus fatigué, ça devient un peu plus facile. Et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien qui se compare à la fameuse bobsled run. Dans les 2 sens, c'était vraiment une grosse côte qui est vraiment difficile à faire. Cette année, toutes les côtes sont vraiment plus petites. Des petits détails, si vous n'avez jamais fait le bronze, le coureur des bois, donc c'est peut-être la première fois que vous allez vous donner un défi de skier le 80 km par jour. Je vais vous dire de vous rappeler que c'est supposé être le fun parce que on est quand même sur les skis. La plupart du monde, je dirais, c'est plus que 10 heures de temps. C'est peut-être 10 à 11 heures de temps, dépendant de notre habilité. Ça peut devenir un peu difficile à la fin. Et si on réussit à se rappeler que c'est le fun, je peux vous dire que ça rend les choses pas moins faciles, mais un peu plus faciles. Ça a un impact. L'esprit de tête pendant qu'on fait un défi physique comme ça nous aide beaucoup pendant la journée. Une des choses qui est importante pour les débutants, c'est quand on arrive au point de contrôle, il faut vraiment avoir une bonne idée qu'on doit gérer son temps pendant toute la journée. On arrête 4 fois.
avant de finir la journée, à ces points de contrôle. C'est vraiment facile de passer, surtout quand on est fatigué à la fin de la journée, une demi-heure passe vite. Et si on est quelqu'un qui arrive à skier 13 km à l'heure, ça peut être correct. Mais la plupart du monde, que pour eux, si c'est un gros défi, ils skient peut-être 9, maximum 10 km/h, puis sûrement même entre 38 et 9. C'est important de gérer son temps et de s'occuper de boire et de manger des glucides pendant toute la journée. Et même d'avoir des petits snacks avec nous dans les poches et de ne pas simplement dépendre des points de contrôle. Et si on réussit à manger un petit peu toute la journée, on réussit à passer moins de temps au point de contrôle. Et des fois, si on s'arrête à mi-chemin pour manger quelque chose, à cause qu'on n'a pas un point de contrôle ou des amis qui nous parlent, et c'est vraiment plus le fun un point de contrôle, franchement. Mais si on mange à mi-chemin, on a tendance à s'arrêter, prendre la bouffe de notre sac, de manger, de boire, et là, on continue. On ne passe pas 15-20 minutes. On mange, on s'occupe de soi, et puis on continue. Tandis qu'au point de contrôle, c'est vraiment très facile de perdre du temps. Et le petit carré que j'ai en bas, en blanc, ça donne l'exemple de quelqu'un qui passe 10 minutes au point de contrôle. Ils peuvent skier 8,5 km/h. La plupart du monde, je pense, arrive à skier à cette vitesse. Tandis que quelqu'un qui passe un 15 minutes de plus doit skier presque 10 km/h pendant la journée. Ça, ce n'est pas des données exactes, c'est approximatif. Mais je vais vous dire que skier 10 km/h pendant 10 heures de temps avec des montées et descentes, oui, il y en a beaucoup qui arrivent à le faire, mais il y en a pas beaucoup que c'est un peu plus difficile. Donc, dépendant de son habilité personnelle, il faut vraiment faire attention comment on gère le temps au point de contrôle. Le fartage, on a des volontaires, des bénévoles qui font du fartage à tous les checkpoints. C'est fantastique qu'ils sont là pour ça. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à les employer. Je vais aussi aviser que c'est une des façons qu'on peut perdre un peu de temps, par exemple. Donc, il faut faire attention qu'on n'ait pas pris une situation où on attend 10 minutes pour recevoir les skis d'un bénévole gentil qui a trop de skis à farter. Donc, il ne faut pas être gêné de s'occuper de ses skis soi-même. Et vu qu'on est en 2024, si vous avez acheté des skis il y a quelques années ou vous allez acheter des skis bientôt, les skis à peau, je peux dire, j'étais un peu lent à rentrer là-dedans. Ça fait une belle différence pour la fin de semaine. On n'a pas de partage à avoir dans les poches ou dans son sac. Même si les skis, parce que les skis sont aussi rapides, pour la plupart du monde, il n'y a pas une grosse différence, franchement. Mais par contre, on n'a jamais besoin d'arrêter pour partir les skis et on économise facilement 5-10 minutes par section, je dirais. Et comme j'ai dit, c'est 2 longues journées, mais il faut avoir du fun pendant la journée, puis ça nous aide à passer à travers les 2 jours de 80 km par jour. Question d'entraînement. Des fois, le monde me demande des questions comme un guide général. Naturellement, ça dépend un peu où on habite, l'accès qu'on a au ski de fond dans notre région. Si on arrive à skier seulement les fins de semaine ou est-ce qu'on habite pas trop loin d'un centre de ski et on peut skier une fois, maximum 2 fois pendant la semaine telle. Je peux même dire que maintenant, avec les habitudes de travail, que plus de monde travaille de la maison, le monde a un schedule plus flexible que dans le temps. C'est peut-être un peu plus facile de skier un peu plus. Ça dépend de sa situation personnelle aussi. Si on a des enfants, une famille, ça peut être un peu différent. Et il y a aussi, quand c'est pas le temps de faire du ski de fond, puis c'est l'été et l'automne, est-ce qu'on est quelqu'un qui fait beaucoup de vélo ou beaucoup de course à pied, qu'on a déjà un certain niveau de capacité, puis on a l'habitude de faire d'exercice, peut-être quelqu'un qui court un marathon ou un demi-marathon.
Là, on a déjà comme un avantage un peu bien préparé. Je dirais que avoir 300 km de ski de fond pendant l'hiver, c'est comme je dirais le minimum. Certainement, quelqu'un peut le faire avec moins que ça. Encore une fois, ça dépend de la personne. Mais s'approcher de 500 km est sûrement une bonne idée si on veut faire coureur des bois. Surtout que c'est deux longues journées. Ce qui est important, c'est pendant l'entraînement, quand on arrive au mois de janvier, de faire 2 journées consécutives pour nous aider à être prêts pour la fin de semaine. Je dirais au minimum 2 journées que ce soit 2 de 40 ou une de 35 et une de 55. Excusez-moi, une de 45 et une de 35. S'arranger pour faire un 80 km peut-être 2-3 fois consécutifs pendant le mois de janvier et ne pas oublier de s'arrêter pour faire un petit repos au début de février pour ne pas être brûlé quand la fin de semaine arrive. Notre événement est le 10 ou le 11, excusez-moi, le 11 février. Donc, je dirais que le mois de février, il faut être comme déjà prêt à se reposer. Je dirais une des choses qui surprend le monde, peut-être quand ils s'entraînent à la maison puis qu'ils arrivent à l'événement, souvent ils ne font pas assez de dénivelé positif et ils ne font pas assez de ski sur des sentiers aventureux. Donc, le ski de fond pendant le marathon est très faisable. C'est pas super technique, mais c'est pas skier sur une route non plus. Donc, il faut avoir un certain confort avec des descentes qui sont un peu longues et qui sont plus que difficiles que ce qu'on voit sur un gros sentier qui est large. Donc, pendant l'hiver, il ne faut pas oublier de pas simplement accumuler des kilomètres, mais aussi aller sur des sentiers qui sont un peu aventurieux et ne pas oublier d'avoir des collines pendant l'entraînement. Donc, beaucoup de monde maintenant skie avec une montre GPS, c'est assez commun. Si vous avez une montre ou même votre téléphone, vous pouvez comme enregistrer vos sessions d'entraînement et faire un peu attention au dénivelé qu'on skie. Et si vous faites argent ou or, ne pas oublier le sac à dos. Il n'y a pas besoin de mettre le sac à dos sur toutes les sessions d'entraînement. Et d'ailleurs, ça peut être un peu un désavantage parce que quand on a toujours un sac à dos qui est un peu lourd, ça nous empêche un peu de bien skier et des fois, on perd un peu l'agilité et l'habilité de skier avec une belle technique quand on a toujours un sac à dos. Par contre, si on a quelqu'un qui hésite et qui ont le moins de confiance avec leur sac à dos, il faut certainement l'employer au moins, si on skie 20 fois, je dirais qu'il faut avoir un sac à dos au moins 10 fois. Mais ce n'est pas nécessaire de l'avoir absolument toujours. On peut des fois skier les petites sorties qui ne sont pas très longues, on peut les faire sans sac à dos et les faire peut-être un peu plus vite. Et des fois, ça nous aide à avoir un peu plus d'endurance avec le sac à dos pour les longues journées. Entrée et sortie. Pour la catégorie or, en général, le règlement est d'avoir un sac à dos de 11 livres ou 5 kg. C'est très, très difficile, même impossible, je dirais, de faire la catégorie or avec un sac à dos qui est seulement 5 ou 6 kg. Ça aussi, ça dépend de la personne. Si on a quelqu'un qui pèse 150 livres, quelqu'un qui est 6 pieds 2 puis qui pèse 190 livres, tout l'équipement est plus gros. Le sac à dos est plus gros, le sac de couchage, il faut plus de bouffe. Donc, ça dépend un peu de la personne. Je dirais, en tant que débutant, on veut aussi être prêt pour tous les intempéries. Si on a quelqu'un qui a l'habitude de faire la catégorie or, comme on réussit à passer à travers les défis de la température, on a besoin d'un peu moins d'équipement. Peut-être qu'on a quelqu'un qui skie un peu plus vite et le défi est un petit peu moins. C'est un peu comique parce que le plus le défi est gros,
le plus on a besoin d'avoir un sac plus lourd. Mais par contre, ça fait aussi le défi plus difficile à cause que le pack-sac est plus lourd. Mais je dirais en tant que débutant, il faudrait avoir un pack-sac, je dirais entre 18 et 24 livres. Encore une fois, ça dépend de la personne. Au début que je faisais le marathon, mon pack-sac était toujours plus que 22 livres. Puis maintenant, il est toujours moins que 18 livres. Donc, avec l'expérience, j'ai réussi à avoir de moins de choses et d'être plus précis. J'ai moins peur au cas où j'ai besoin de ci ou besoin de cela. Mais il faut être bien préparé. Il faut avoir du linge sec pour le lendemain, pour la soirée. Il faut avoir des mitaines pour différentes températures et des trucs pour différentes températures. Et il faut aussi comprendre, pour les débutants, c'est quand ils arrivent au camp Or, et ils ne sont jamais arrivés au camp Or, c'est un peu intimidant. Je vais vous dire qu'il ne faut pas être gêné. Le monde est très accueillant. Simplement, quand on arrive à un feu, à une place, donc au camp Or, si vous ne savez pas, il y a environ 30, il y a peut-être 30 feux qui sont préparés, comme on voit sur la photo à la droite. Et chaque feu peut avoir, je dirais, 6 à 10 heures maximum. Souvent, c'est du monde qui se connaît un peu, mais souvent, c'est aussi un mix de monde qui se connaît et qui ne se connaissent pas. Et quand vous arrivez, c'est simplement de choisir un feu où il n'y a pas trop de monde. Et il ne faut pas être gêné, il faut dire, hey, c'est la première fois que j'arrive à un camp Or, content d'être ici et vous allez avoir plein de conseils très positifs. Ceux qui font le Or sont toujours contents d'avoir du nouveau monde qui arrive dans le camp. Donc, il faut comme comprendre qu'est-ce qui se passe au camp Or et la routine. Ça dépend un peu des fois. 2-3 personnes peuvent avoir 2-3 idées de qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas si différent que ça. Si on arrive vraiment fatigué, c'est peut-être important de manger quelque chose tout de suite quand on arrive. Par contre, si on arrive mouillé, s'il fait très froid, une des premières choses qu'on doit faire, c'est de se changer et mettre du linge sec. Donc, si on est quelqu'un qui a transpiré beaucoup et qu'on est en danger d'avoir de l'hypothermie et d'avoir un peu trop froid, aussitôt, on se met proche d'un feu et tout de suite, on met du linge sec. Chaque arrivant au camp Or reçoit 2 bottes de foin. Une, en général, on s'assit dessus, comme on voit sur la photo. Et la deuxième, on la casse en petits morceaux. Et c'est là-dessus qu'on passe la nuit pour dormir. Et après avoir du linge sec, les 2 choses qu'on fait, on commence à manger. Et en même temps, on sèche notre équipement et notre linge pour le lendemain. Donc, dépendant de combien de linge on a apporté avec nous, souvent, il faut être sûr surtout les bottes, personne n'a jamais une deuxième paire de bottes. Il faut comme chauffer, faire sécher les bottes de ski de fond. C'est important pour ne pas avoir des problèmes le lendemain, surtout si des fois, on ne sait jamais, il peut faire très, très froid le lendemain. Et si les bottes sont mouillées, c'est un peu dangereux pour avoir des gelures sur la peau et sur les pieds. Et je vais vous dire par expérience que 2 fois, j'ai mis mes bottes auprès du feu. Et le monde se rit un peu de moi pour l'année passée, parce que l'année passée, j'ai très, très endommagé mes bottes. On va laisser ça à ça, mais je vais vous dire que mes bottes ont été finies après. Donc, il faut vraiment faire attention à son matériel. J'invite toujours le monde à prendre une collation dans le sac de couchage. Souvent, ceux qui dorment au camp Or peuvent avoir froid à 1h ou 2h du matin et ils ne réalisent pas que simplement s'ils ont des glucides avec eux dans le sac et un petit snack, ça peut les aider à ne plus avoir froid. Et aussi, il ne faut pas être gêné de demander d'être en contact avec un vétéran pendant l'hiver. Si c'est votre premier camp Or cette année, c'est un peu intimidant. S'il vous plaît, simplement envoyez un courriel à notre bureau
et demander d'être en contact. On a beaucoup d'ambassadeurs du monde qui sont très contents de passer des conseils aux skieurs. J'ai presque fini. Le guide du skieur, je vais vous dire, souvent on prépare ce guide de skieur. Des fois, on est un peu trop tard avec, il n'y a aucun doute. Mais on a toujours un guide de skieur qui est très important et très précis. Je suis pas mal certain qu'il y a, je vais dire ça un peu avec hésitation, mais il n'y a jamais d'erreur dans le guide de skieur. On fait très attention. Et souvent, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose la fin de semaine, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le guide de skieur. Il va être disponible sur notre site web. Je pense qu'on a un vieux guide de skieur d'une année précédente pour que le monde puisse comprendre ce qui se passe un peu. Mais aussitôt que le guide de skieur est fini, d'ailleurs, on est en train de le préparer maintenant. La version est préparée dans une langue et on la vérifie, on la traduit dans l'autre langue pour qu'il soit disponible dans les deux langues, français et anglais. Il va être sur le site web, j'imagine, surtout peut-être à la fin de décembre ou au début janvier. C'est très important de lire le guide de skieur au complet. Même moi, ça fait plus que 30 ans que je fais l'événement et je lis encore le guide de skieur pour être sûr que je comprends bien comment la fin de semaine va se dérouler. Pour pas que je fasse une petite erreur, que je suis à la mauvaise place au mauvais temps. Et le guide de skieur inclut tous les sujets qu'il y a sur la diapo. D'une certaine façon, ça nous aide à passer comme du vendredi soir au dimanche soir. C'est quoi toutes les choses qui vont se passer dans ma fin de semaine et où seront les choses, où sont les stationnements, comment je fais pour organiser ma fin de semaine. Je pense que c'est ma dernière diapo. Oui. On va passer quelques instants pour des questions-réponses directes. Et je vous remercie beaucoup à tout le monde d'être venu ce soir. Et n'hésitez jamais à envoyer un courriel à info@skimarathon.ca. Si Marianne n'arrive pas à vous aider, elle demande à un de nous de s'impliquer et d'aider à répondre aux questions. Et on est toujours très content de discuter des détails de comment la fin de semaine va se passer et comment aider les skieurs à avoir un bon week-end. Donc, je vais arrêter. Je pense que c'est le dernier. C'est fini. Merci. Merci tout le monde. Je vous demande à mes collègues, est-ce qu'il y a des choses que je devrais sauter dessus ou... On a une question de Andrew qui demande si on peut stationner à l'école Saint-Michel à Montebello. Et, Je pense que je ne veux pas répondre, m'excuse. Alors, on doit toujours confirmer. On va confirmer parce que on est en train de gérer les stationnements partout où on gère des stationnements. Et je ne suis pas sûr si cette école est sur la liste. Et j'hésite. J'aime mieux pas avoir quelque chose de pas précis et attendre. Je m'excuse pour ça. Quelque chose d'autre? Est-ce que l'école Saint-Michel ou bien l'église vont être des points de navette, comme toujours, comme dans le passé? Je veux dire deux choses. Je reviens d'avoir, je suis content, Marianne a décidé de se joindre à nous. Je ne savais pas qu'elle serait sur l'appel. Et merci beaucoup, Marianne. Pas de stationnement à l'école, donc on a la réponse directement du patron. Merci beaucoup, Marianne. Pas de stationnement. Excuse, Julienne, je n'ai pas compris. Dans le passé, on a eu des places pour des arrêts de navette à l'école Saint-Michel à Montebello. Alors, l'autobus scolaire passait par là avant d'aller au château puis au dortoir à Papineauville. Est-ce que c'est toujours le cas cette année aussi? Je croirais que oui. Oui, les navettes iront à tout, oui. Marianne a aussi ajouté le détail que dans les rues de Montebello, il y a des places possibles directement dans le village de Montebello. Oui, ce qu'on a enlevé, c'est les navettes au point de contrôle.
où les skieurs randonneurs dans le temps avaient la flexibilité de skier de n'importe quel point de contrôle. Tandis que maintenant, ils doivent choisir le nombre de sections qu'ils vont skier pendant qu'ils s'inscrivent et on les amène à une ligne de départ qui est directement en conséquence de la distance qu'ils ont choisie. Donc, juste pour l'expliquer, ceux qui skient une section seulement skient tous la dernière section et ceux qui skient 2 sections skient les 2 dernières sections et ainsi de suite. Tout le monde finit à Montebello. Mais les autres autobus qui sont là pour gérer la fin de semaine existent la même chose qu'ils existaient avant. C'est simplement les navettes pour les randonneurs qui se promenaient à la journée longue qu'on a réussi à éliminer, qui est beaucoup mieux pour l'environnement et beaucoup mieux pour les coûts de l'événement. Donc, il n'y a pas trop de nouvelles questions. Ça nous a pris 1 heure de temps. Je vous remercie encore. J'espère que vous allez vous inscrire, naturellement. Oh, il y a une question qui vient d'arriver. Maybe dropped off at the start on Saturday. Oui. Oui. On prend sûrement un peu. Le départ était à 6 heures. Je pense que le cédule. Sorry, this was in English. The skier, just so that you hear my answer in English, the skier will arrive, before 6 o'clock, of course. It's probably a good 20 minutes before the depart time. But the schedule will be on the skier's guide for when you'll take the bus from which dorm. J'espère que ça répond à la question. Donc, merci beaucoup tout le monde. Oui, Sylvie Beauchamp. Oui, ça va être, on va mettre ça soit sur notre YouTube ou sur notre site web. On l'a enregistré la session et elle va être dispo pour tout le monde. Merci beaucoup. Stop the recording.